Amis, citoyens, camarades, à la libre pensée, on dit toujours comme ça. Amis, citoyens, camarades. Bon, je crois que on va ouvrir cette réunion. C'est une réunion publique à l'initiative de la Fédération de Haute-Savoie de la libre pensée, dont je suis le président. Donc, je m'appelle José Goéman. Et à côté de moi se trouve Bernard Kunz, que nous avons invité ce soir pour nous parler, alors je résume, de l'école publique et de la réforme Peillon. Il nous expliquera ça en détail. Voilà, donc il s'agit on appelle ça une conférence, bon, c'est un nom pompeux, mais c'est une réunion publique dans laquelle la libre pensée invite des orateurs ou des personnes qui nous exposent, comment dire, un thème. Ici, c'est la libre pensée. Chacun est à même de se forger soi-même sa propre opinion. Et ça, c'est on va dire, c'est notre principe, sur la base des éléments qu'on fournit. À chacun de réfléchir, à chacun de choisir, et à chacun de penser par lui-même. Alors, sans plus attendre, Bernard, tu as la parole. Alors, en tout premier lieu, chers amis, chers citoyens, chers camarades, je vous remercie de votre présence. Je remercie la Libre Pensée pour cette invitation. Je remercie aussi José qui s'est occupé avec Alain et René de m'accueillir dans cette belle ville. Nous avons peaufiné et affiné la motion avant que de venir discuter entre nous. Je voudrais vous dire aussi que les délices de la retraite m'amènent à un degré assez supérieur d'irresponsabilité, si bien que je peux être susceptible à tout moment de dire pas mal de bêtises. Alors n'hésitez pas, si j'en dis par trop, à m'interrompre et à me corriger. Je sais qu'il y a ici pas mal de collègues, j'en connais un certain nombre, et qui connaissent parfaitement le domaine, parfois mieux que moi. Donc très modestement, je prétends pas apporter la bonne parole à quiconque. Tout ce que je puis dire, c'est le résultat d'un certain nombre d'analyses, analyses qui ne sont pas personnelles, qui ont été menées au sein du SNFOLC notamment et de la FNEC FPFO, et dont j'ai très modestement essayé d'effectuer une synthèse l'année dernière. Alors, j'ai un premier aveu à vous faire. Et en plus, ça n'est pas une figure de rhétorique, c'est vrai, j'ai perdu le livre de Peillon. Je l'ai cherché partout, j'ai l'impression que ça doit être un acte manqué, mais comme j'ai pas mal de citations de Peillon là-dedans, je me servirai donc de mes propres citations, à défaut d'aller puiser directement à la source peillonesque. Je pense aussi que c'est lié à l'actualité, Peillon étant pour partie disparu j'allais dire, dans les poubelles de l'histoire, enfin aux confins de l'histoire. Je ne sais pas si on entendra encore beaucoup parler de lui en matière d'éducation. Une dernière chose, l'historique de ce petit livre. Il y a environ 1 an et demi, nous étions en train de discuter, enfin je fais l'historique parce que ça a une certaine importance pour la présentation des faits. Nous étions en train de discuter avec le secrétaire général du SNFOLC, et nous disions que on avait le sentiment à ce moment-là, c'était donc par là au mois de mars-avril de l'an passé, qu'il se préparait un certain nombre de choses en matière d'éducation, et on avait le sentiment que ces événements et ce mouvement d'ensemble n'étaient pas toujours perçus par nos collègues dans les salles des professeurs et par l'opinion d'une façon plus générale. Et qu'un certain nombre de menaces se précisaient, inscrites dans un courant historique, etc. Et ces menaces nous semblaient assez peu perçues et analysées par l'opinion, par les professeurs, par les parents, etc. Donc, on a dit qu'il faudrait peut-être essayer de faire une synthèse, quelque chose qui soit clair et lisible, qui n'entre pas trop dans les détails techniques, mais qui montre que tout ce qui se prépare et ce qui se réalise aujourd'hui s'inscrit dans un mouvement d'ensemble.
Alors, le secrétaire général du SNFOLC, qui est quelqu'un de, je veux dire, un homme de décision, m'a dit, mais c'est une très bonne idée, fais-le. Et donc, je me suis attelé à la rédaction de ce petit livre. Voilà, alors, le choix de faire lettre ouverte, c'est un choix d'ordre stratégique, quoi. C'était plus facile que de faire un document théorique un peu lourd. C'était plus facile d'un point de vue de la présentation des faits, du point de vue stylistique, si je puis dire, pour aborder les questions relatives à l'éducation. Voilà, il s'agit donc d'un choix qui est purement de forme, hein. Ça ne change rien au fond même du discours, et le fait que ça s'adresse à Payon pourrait maintenant s'adresser à Hamon exactement de la même manière, hein. Alors maintenant sur le fond et sur le... je vous propose d'aborder, mais n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment, hein, parce que sinon on va s'ennuyer. Je vous propose d'aborder plusieurs points. D'abord, aborder ce que j'appelle moi le diagnostic truqué du docteur Payon. Parce qu'il s'est penché sur l'éducation, il a écrit un livre que j'ai perdu, et ce livre prétend analyser les difficultés de l'école et donner des solutions. Donc il y a d'abord un diagnostic. Au-delà de ce diagnostic et de ces solutions, il y a les remèdes, la médecine, et à mon avis la médecine frelatée du bon docteur Payon, à travers un certain nombre de réformes qui ont été entreprises, la dernière en date étant celle des statuts, mais d'autres se préparent à arriver, en particulier à travers l'acte 3 de la décentralisation, qui va avoir un volet éducatif extrêmement précis et va engendrer, surtout à travers le choc, le Big Bang régional annoncé par le Premier ministre, qui va engendrer un certain nombre de dysfonctionnements supplémentaires. Et je voudrais aussi aborder, parce que c'est bien joli de faire une analyse d'une situation, mais il y a peut-être aussi nécessité de se demander comment on peut réagir, et j'emploierai volontiers le terme lutter, résister contre des évolutions qui sont des évolutions, d'après nous au SNFOLC, manifestement pernicieuses et dangereuses pour l'école de la République. Et donc ça devrait me permettre d'aborder avec vous une question qui est importante, et elle l'est à plus d'un titre parce qu'elle aborde un certain nombre de points de vue qui me sont personnels. On constate actuellement un mouvement très important dans le monde syndical. Ce mouvement est lié au système et à l'évolution du monde politique et des réformes qui traversent la société. Mais ce mouvement aussi, il traduit probablement un malaise au sein des forces syndicales, et il est probablement le prélude à une réorganisation des luttes qui est indispensable, à mon sens, à la mise en place de moyens de résister et de s'opposer à ce qui est en train de se produire et qui est manifestement mauvais à la fois pour nos élèves, pour les parents et pour tous les acteurs du système scolaire. Alors, sur le plan du diagnostic formulé par Vincent Payon, si vous voulez, les choses sont, à mon avis, extrêmement simples. Les constats de Payon ne vont pas du tout au fond des choses et se bornent à aborder un certain nombre de points, mais qui sont des points, à mon sens, totalement annexes. Alors, dans le constat, il y a un point fondamental, honnête, c'est que le système éducatif dysfonctionne. Ça, on n'avait pas vraiment besoin de Vincent Payon pour nous le signaler, mais il reconnaît au départ dans son analyse qu'il y a un dysfonctionnement du système scolaire, dysfonctionnement qu'il est censé, lui, Vincent Payon, pallier. Alors ensuite, il constate par exemple que le baccalauréat, que le nombre de reçus au baccalauréat stagne et ne progresse plus. Il constate aussi, et avec une certaine honnêteté, à ce moment-là, par exception, que 33% seulement des enfants d'ouvriers, des catégories sociales les plus défavorisées, obtiennent
le baccalauréat, alors même que 76% des enfants de cadres et assimilés l'obtiennent. Donc ils constatent véritablement que le système creuse les inégalités sociales, mais en panne l'ascenseur social, enfin toute chose que nous savons aujourd'hui, que PISA révèle en dépit des carences de ses analyses, et que n'importe quel analyste un peu sérieux du système éducatif sait depuis au moins 15 à 20 ans. Ensuite, Payon identifie des causes de tout cela, qui sont au nombre de 3. Il n'y en a pas plus. La première, c'est la disparition sous Sarkozy de la formation des professeurs, et des enseignants en général, des professeurs d'école, professeurs du secondaire. Alors il est clair que cette disparition relevait d'un véritable scandale. Il me souvient que le conseiller social du ministre, qui était à l'époque d'Arcos, nous avait dit, ben oui, quoi, on va supprimer la formation. De toute façon, les IEFM, vous êtes tous d'accord pour dire que ça ne vaut pas grand-chose. Donc supprimons les IEFM, vous serez sans doute d'accord. Mais on lui a évidemment immédiatement demandé par quoi il allait les remplacer. Et la question semble l'avoir fortement surpris. Ils avaient bel et bien l'intention de ne les remplacer par rien. Alors on a dit, mais enfin quand même, vous n'allez pas mettre les jeunes professeurs directement sans formation devant leurs élèves. Et la réponse a été, ben si, vous n'imaginez pas le nombre de postes que ça va nous permettre d'économiser. Donc il y a bel et bien une carence du système dans la cessation, l'abandon progressif de la formation des professeurs, formation qui a été remise en place maintenant à travers les SP. Le deuxième élément de dysfonctionnement que le ministre, Payon, avait identifié, c'est la question des rythmes scolaires. Payon a dit partout, nos enfants sont fatigués. Alors, donc, si le système dysfonctionne, si les élèves échouent, si 12% à 15% de la masse des élèves se retrouvent en situation d'abandon et de sortie du système scolaire sans diplôme ni qualification, c'est parce que les rythmes scolaires sont mauvais et que nos élèves sont fatigués. Donc, comme ils sont très fatigués, ils ne peuvent plus apprendre. Et donc, il y a lieu d'aménager les rythmes scolaires. Vous verrez, dans 20 ans, PISA montrera une progression effroyable du niveau de connaissance de nos élèves. Et le troisième point, identifié, si vous voulez, par Payon, c'est qu'il reprend régulièrement, etc. Alors, il met en accusation les parents d'élèves. Alors il y en a, je suppose, dans la salle. De toute façon, je pense qu'on est presque tous parents d'élèves, même si l'on est enseignant. Ils mettent en cause les parents d'élèves qui l'accusent. Je vous cite ce qu'il dit. Les parents pensent spontanément que les systèmes scolaires qui effectuent des sélections précoces pour dispenser des enseignements de haut niveau aux élèves les plus avancés, regroupés en niveau homogène, sont des systèmes qui leur permettent d'accroître le plus possible le nombre des élèves performants. En d'autres termes, si le système dysfonctionne, c'est parce que les parents d'élèves sont trop élitistes et qu'ils poussent systématiquement leurs enfants à travers un certain nombre de pressions qu'ils exercent sur eux, conduisant à une augmentation du stress, joint à la fatigue des rythmes scolaires et joint aux éléments de mauvaise formation des professeurs. Tout cela, d'après Payon, engendre les dysfonctionnements du système éducatif. Alors je ne sais pas si vous avez lu le livre de Vincent Payon. Ça peut constituer un excellent somnifère en période de fatigue, etc. Mais encore que c'est pas si mal écrit, hein, ne soyons pas injustes. Mais je vous assure qu'il n'y a pas dans l'analyse qu'il fournit des éléments du système éducatif d'autres causes au dysfonctionnement. Donc toute sa politique va être axée, et il l'annonce, sur ces dysfonctionnements-là et sur les remèdes qu'il entend trouver à ces dysfonctionnements. Alors ce qui est intéressant, c'est de noter que le livre a été écrit avant que le ministre ne devienne ministre. Or, il vous souvient sans doute, si vous êtes intéressé aux questions d'éducation, ou si vous êtes professeur, ou si vous êtes parent d'élèves, il vous souvient sans doute que le mandat de Vincent Payon s'est commencé sous une égide particulière qui est l'organisation d'une énorme concertation
destiné à analyser en profondeur les dysfonctionnements du système et à faire remonter de la base, comme l'on dit, les éléments permettant de trouver solution aux problèmes posés. Alors, il y a une première chose que je me borne à faire remarquer, c'est que le diagnostic est déjà établi et on fait une concertation a posteriori. Donc ça veut dire qu'on est persuadé que cette concertation aboutira aux mêmes conclusions que le diagnostic élaboré. On voit tout de suite se profiler une méthode habituelle depuis des décennies et des décennies dans l'éducation nationale, c'est la concertation préalable. Après, on organise la concertation de sorte qu'elle aboutit à des conclusions qu'on a déjà posées et qui permettent d'asseoir le système et qui permet... Alors, il y a sans doute des collègues dans la salle. Moi, je suis un vieux professeur maintenant, mais des concertations, j'en ai vu des tonnes et elles étaient toutes construites sur ce modèle-là. La première que j'ai vue, c'était le rapport Legrand. On nous avait réunis dans une salle, on avait attaqué le rapport Legrand, mais les commissions étaient faites de telle sorte qu'on était obligé d'arriver aux mêmes conclusions que le rapport. Ensuite, dans les autres, je ne vais pas les passer tout en revue, mais enfin, là aussi, il y en a quand même qui étaient bien amusantes. Je pense au nouveau contrat pour l'école de Monsieur Bayrou. Alors là, c'était la même chose. On a fait des grands-messes, des grands-messes, des grands-messes. Les thèmes de la consultation étaient connus et ils étaient orientés de manière que la consultation aboutisse à des conclusions évidentes. Et en plus, on avait commencé à initier une nouvelle méthode qui consiste à placer des hauts fonctionnaires, toujours les mêmes, à la tête des ateliers, etc., pour qu'ils les pilotent. Alors là aussi, on retrouve toujours les mêmes. Vous entendez peut-être certains noms. On a beaucoup parlé d'un certain Forestier, Christian, qui est une sorte de Talleyrand du système éducatif, qu'on a retrouvé sous tous les régimes et qui a sévi et continue probablement à sévir. On a aussi un dénommé Boissineau, qui est actuellement ça doit être président, enfin quelque chose comme ça, du nouveau Conseil national des programmes, et qui est un grand pourfendeur des connaissances, est un grand turiféraire des compétences et autres méthodes pédagogiques nouvelles et ouvertes. On les retrouve systématiquement. Il y a un dénommé Tello, vous avez peut-être entendu parler aussi, qu'on a retrouvé partout, toujours et en tout lieu. Et dans toutes ces consultations, on a retrouvé ces gens-là. Alors là, j'ai parlé de nouveaux contrats pour l'école. Vous vous souvenez peut-être du rapport Tello. Alors le rapport Tello, vous voyez, il y en a tellement eu que même les collègues s'en souviennent vaguement. Alors Tello, ça avait été une mise en place extraordinaire. Il y a eu des tonnes et des tonnes de rapports. Il y avait un site internet gigantesque. Il y a eu des réunions dans presque toutes les communes, etc., etc. Il y avait une pile de documents, probablement le double de mon geste, plus toutes les communications internet. Ça a abouti sur la table. Tello qui a mis en place une commission avec Forestier, avec ses bons amis, et à la sortie, ça a donné la même réforme que ce qui avait été prévu sous Bayrou et qui avait été prévu sous Allègre et qui avait été prévu antérieurement sous Jospin, etc. Je peux remonter au calendrier grec comme ça. Donc voilà, ça c'est le principe de la concertation, et donc on a eu droit à ça avec Monsieur Payon. C'était le principe de la refondation. Alors bon, moi, j'étais encore en fonction à cette époque-là, et au SNF-OLC, on m'a dit, tiens, tu as l'habitude des concertations, t'en as fait pas mal, t'es routiné, vas-y. Bon, alors j'y suis allé, et j'étais pas tout seul, parce qu'il y avait des ateliers de partout, hein, donc il était impossible de les suivre tous en même temps. Mais je me suis donc rendu dans certaines de ces instances pour assister et discuter et débattre et mettre des propositions diverses et variées. Alors là, je vous assure, une longue expérience de la chose fait que je me croyais immunisé et vacciné. Mais là, ce que j'ai découvert, ça dépassait absolument tout ce que j'avais pu voir et entendre par le passé. Alors déjà, sur la composition des organisations qui participaient à ces grands-messes. Alors, bon, il y avait évidemment un certain nombre d'organisations. Je me suis amusé à les citer parce que, bon,
on trouve, je vais vous poser, tiens, on pourrait jouer à un jeu, vous allez me dire si vous connaissez, j'allais dire ces trucs-là, pardonnez-moi. Le cercle responsabilité éducative et renouveau, le laboratoire de l'égalité, le collectif démocratie ouverte, l'Institut français de l'éducation, le Parlement européen des jeunes, le collectif école changer de cap, je l'aime celui-là. Alors il y avait aussi évidemment les organisations syndicales, nous y étions, puis il y avait les organisations habituelles de ce genre de choses, genre Franca, les mutuelles accidents élèves, et puis il y avait les inspecteurs généraux, etc. Et tout ce monde-là a brassé et a discuté. Alors là, je vous assure, le nombre de bêtises qu'on pouvait proférer à cet endroit, j'allais dire à la minute et au kilomètre carré, c'était proprement effroyable. Par exemple, l'UNSA, une collègue de l'UNSA, qui a d'une façon générale la langue bien pendue, a immédiatement attaqué en disant que l'évaluation chiffrée trompait les élèves sur ce que c'est qu'apprendre. Donc elle en a déduit qu'il fallait plus chiffrer l'évaluation pour ne pas les tromper dans l'apprentissage. Une autre dame nous a expliqué alors je n'ai pas su exactement de quelle organisation elle venait, mais elle nous a expliqué benoîtement qu'il fallait sortir l'école de sa vision scholaro-centrée. Un autre nous a expliqué qu'il fallait vivre ses années collège dans la joie. Un autre nous a appris, alors ça c'était très intéressant, qu'en matière de pédagogie, de nouvelles professionnalités apparaissaient dans les régions. Et puis, un des points culminants de ces réunions, ça a été quand un ancien camarade du SNES, un responsable national, Denis Paget, qui est parti depuis, avec une onction presque sacerdotale, a expliqué que finalement tout serait réglé si on pratiquait une école et une pédagogie de la bienveillance. Alors là, il y a eu une espèce de silence, je dirais, radieux dans la salle. On aurait l'impression que le Saint-Esprit était descendu sur nous. Ça a tellement plu qu'en Payon a repris cette ancienne, pratiquement en permanence. Il allait faire l'école de la bienveillance, etc., etc. Alors évidemment, quand on veut sortir de la vision scolarocentrée, abolir l'évaluation, enfin, je vous assure que c'était ça, et ça sur des dizaines d'ateliers. Alors, il y avait un autre site ministériel où on parlait de déconcentration et de décentralisation, toujours sous l'égide de la refondation de l'école. Alors là, c'était plus technique. J'y suis allé aussi, j'ai eu plus de mal à comprendre, parce qu'il y avait un jargon auquel je ne suis pas habitué, essentiellement lié aux personnalités politiques, que ce soit les présidents de région, que ce soit les élus locaux, etc. etc. Mais globalement, si on fait une synthèse de tout ce qui a pu se dire là, c'est les communes, les instances locales, et ça a son importance, participe activement, de par les subsides qu'elle distribue, à assurer la réussite de tous les élèves. Il s'ensuit qu'il n'est pas normal qu'elle n'ait pas un droit de regard sur ce qui s'apprend dans les établissements scolaires, dans les écoles, mais les collèges, etc., et aussi sur la manière dont cela s'apprend, parce qu'il paraît que ça doit varier d'une région à l'autre, d'une commune à l'autre, enfin il y a des particularismes locaux, etc., etc. Et ça a été la grande revendication de la plupart de ces personnages, le droit pour eux, non seulement d'entrer dans l'école, mais de pouvoir y participer activement, c'est-à-dire dans leur esprit, y imposer un certain nombre d'orientations plus conformes à leur volonté générale. Ça a été... Bon, enfin, j'affirme, je l'ai écrit, j'affirme que la concertation sur laquelle on a basé la refondation de l'école selon Payon, c'était une pantalonnade, c'était grand guignol, c'était Prospero Plaboum, tout ce qu'on veut, mais ça n'était pas un travail sérieux et ça n'était pas une réflexion approfondie. Alors évidemment, il y avait là un comité chargé de rédiger les conclusions. Les conclusions, comme par hasard, ce qui prouve que le ministre est quand même quelqu'un qui a une certaine clairvoyance, c'était exactement les mêmes
que celle qu'il avait écrite quelques mois avant dans son livre. Voilà, c'est la... donc quand on nous dit et quand on nous explique que bon, on va asseoir les réformes sur une vaste consultation, on les assoit sur une vaste supercherie, et un point c'est tout. Alors ensuite, il y a eu... bon, tout ça, c'était pour chercher un certain nombre de constats, etc. Mais les vraies causes... Alors là, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous en identifiez d'autres, mais les vraies causes de ces dysfonctionnements, elles sont... Il faut quand même aller les chercher un petit peu dans le passé et voir véritablement, essayer d'identifier ce que nous avons fait au SNF-OLC, bon, au SNUDI, à la FNEC, identifier les lieux historiques, en quelque sorte, où la dérive s'est amorcée. Alors on pourrait remonter très loin, mais enfin, je rappellerai simplement, il y a eu une première supercherie autour du collège. Parce que les réformes Berthoin, c'est 1959, sauf erreur de ma part, Fouché-Capel, 63, se donnaient pour mission et pour fonction de réorganiser les structures du système éducatif qui étaient éclatées en plusieurs types d'instances. Il y avait le petit lycée, il y avait le CEG, il y avait les établissements, les centres d'apprentissage, etc. Et tout cela a été éclaté. Donc les réformes successives, c'est très français, ont abouti à une pseudo-simplification qui en réalité recréait de nouvelles instances sans véritablement se débarrasser des anciennes. Et donc on arrivait à... Enfin, on est arrivé à une situation où il y avait le petit lycée, le CEG, le CES et le CET. En 1975, René Haby, ministre de l'Éducation sous Giscard, décide d'unifier tout cela et d'ouvrir l'ensemble du premier degré de l'enseignement secondaire, du premier cycle, pardon, de l'enseignement secondaire, à la totalité de la classe d'âge. Et ça a donné ce qu'on appelle probablement à tort, enfin il y a une ambiguïté sur la terminologie, le collège unique. Parce que unique, il l'est au sens qu'il c'est le seul établissement qui scolarise la classe d'âge jusqu'en troisième, mais unique, il l'est aussi progressivement par l'unification de toutes les structures, conduisant tous les élèves à suivre le même apprentissage au même moment. Ce mouvement se poursuit encore, puisqu'on commence à parler des SECPA et qu'on veut absolument les supprimer pour injecter les élèves de SECPA dans l'ensemble des classes, etc. Donc le mouvement initié en 75 se poursuit encore à l'heure actuelle à travers un certain nombre de choses. Or, si on réfléchit bien, cette organisation du collège telle qu'on l'a fait dans les années 60. Alors la réforme Haby a été mise en place véritablement en 77. Et on s'aperçoit que une des conséquences, j'ai pas une mémoire des chiffres, donc je vous prie de m'excuser, il faut que je me réfère à mes tableaux. Une des conséquences évidentes et premières de la mise en place du collège Haby, ça a été que les redoublements ont littéralement explosé. En 76, année qui précède la mise en place de la réforme Haby, 6,5% des élèves de 5e redoublaient. Les chiffres étaient de 7,3 pour les élèves de 3e. 7,3%. En 86, donc 10 ans après Haby, 9-10 ans après Haby, pour la classe de 5e, le taux est monté à 16,5%. Donc on a une explosion du taux des redoublements 10 ans après la mise en place de la réforme Haby. La même chose pour la classe de 3e. Les chiffres sont quasiment identiques. Donc, quand on a mis, souhait louable, l'ouverture de l'enseignement secondaire à l'ensemble des élèves, ce qui était une nécessité et qui n'est pas en soi condamnable, on a mis en place des structures qui ont conduit à une explosion des redoublements, ce qui peut probablement se traduire logiquement par un effondrement des niveaux. Alors comment a réagi l'administration face à cela? S'est-elle interrogée sur les causes de cet échec? Sur l'échec en particulier du soutien, qui avait été mal pensé probablement, et qui avait déjà été abandonné à l'époque par un grand nombre de professeurs. Que nenni, on ne s'est pas penché là-dessus. On a dit si les élèves redoublent, c'est parce que les professeurs sont beaucoup trop durs.
D'où le discours sur l'évaluation-sanction qu'on voit ressortir aujourd'hui encore en disant ça trompe les élèves sur ce que c'est qu'apprendre. On va surtout leur apprendre à ne pas apprendre. Mais donc, ça a induit un deuxième phénomène, c'est qu'on a imposé dans les établissements scolaires d'augmenter massivement les taux de passage. Vous savez, quand le thermomètre indique qu'on a de la fièvre, si on casse le thermomètre, il n'y a plus de fièvre, c'est bien connu. Donc c'est ce qu'on a fait en instaurant quelque chose comme un passage automatique dans la classe supérieure au mépris du niveau acquis ou du travail effectué. Donc ce processus, forcément, il a abouti au constat de PISA actuel, à savoir que la France, d'année en année, prend un retard de plus en plus conséquent en matière de transmission des connaissances. Alors qu'a-t-on fait à ce moment-là? On a dit, oh mais c'est pas grave, il suffit que le niveau suivant pallie les difficultés du niveau précédent. Et tout le système scolaire, depuis une vingtaine d'années, fonctionne comme ça. On pallie les inconvénients ou les échecs du cycle antérieur dans le cycle supérieur. Résultat, actuellement, la troisième, ça n'est qu'un succès d'année de ce qui était jadis la classe de fin d'études. Et surtout, ça introduit une supercherie monumentale, c'est qu'on prétend qu'on ouvre l'enseignement secondaire à l'ensemble des élèves, ce qui serait une justice évidente. Mais en réalité, ce qu'on leur offre, c'est un succès d'année d'enseignement secondaire qui n'en est plus tout à fait. Et on pourra en parler à propos de l'école du socle. Donc ça, c'est ça la véritable cause des dysfonctionnements. C'est que le passage automatique, l'absence totale de réflexion et de recherche sur les causes réelles des échecs des élèves, le manque de moyens, car là il s'agit bel et bien de moyens permettant de pallier les difficultés des élèves, tout cela engendre des dysfonctionnements, et ces dysfonctionnements, plutôt que de les résoudre, on les ignore et on met en place des structures permettant la fuite en avant. Et c'est ça qui conduit alors on pourrait aller beaucoup plus avant, hein. Je ne rentre pas dans les détails parce que sinon nous y serions encore dans une semaine et ce serait peut-être pénible pour vous. Tout cela, donc le constat de Payon qui est un constat tronqué. Je le simplifie un peu, mais les échecs réels du système liés à ces évolutions pernicieuses. Si l'on regarde ensuite, il y a eu des suites de réformes absolument effroyables qui sont succédées à cadence grand V. Tout cela, évidemment, est estompé et n'est pas abordé par Vincent Payon et par la Fondation. Donc, bien entendu, les remèdes préconisés ne peuvent pas être adaptés à la maladie puisque le diagnostic est faux. Et le résultat, c'est que Payon a préconisé un certain nombre de choses et réalisé. Alors il dit qu'il est satisfait, qu'il a beaucoup réformé. En plus, maintenant il se repose. Bon. Alors la première réforme, je pense qu'il y a des professeurs d'école dans la salle, c'est les rythmes scolaires. Donc nos enfants sont fatigués. On leur rajoute une demi-journée de cours en plus, ils seront moins fatigués, c'est une évidence. C'est bon. Et à travers ça, vous avez tous noté que on a introduit un certain nombre d'éléments tels que des savoirs annexes ou des activités périscolaires qui peu à peu sont placés au même plan que les activités scolaires. J'insiste là-dessus parce que c'est un phénomène qu'on a constaté de façon très prégnante au collège. Je suis professeur de collège, hein, je suis moins compétent, pas trop compétent pour l'école primaire. Donc si quelqu'un doit me compléter, qu'il n'hésite pas à le faire. Hein. Mais les rythmes scolaires, on nous présente ça comme la panacée. Factuellement, on a vu. Il y a plein de communes qui ne veulent pas les mettre en application. La résistance s'est organisée. Les collègues, de façon générale, s'y refusent. J'ai lu ce matin que Marseille n'appliquerait pas, Fréjus n'appliquera pas. Il y a de plus en plus d'endroits où les parents d'élèves, les professeurs, refusent un dispositif qui, de toute façon, est sans queue ni tête et n'aboutira probablement pas à la source de ce pourquoi il est
été fait, à savoir permettre une meilleure transmission des savoirs. On est complètement, pour parler vulgairement, et vous m'en excuserez, je l'espère, on est à côté de la plaque. Alors, il y a un deuxième élément qui n'a pas été trop abordé dans la refondation, parce que Peillon, il est matois. Il est prudent, des fois il sait qu'il y a des terminologies qu'il faut éviter parce que terrain glissant, etc. Mais ce qu'il met en place à travers la refondation pour le collège, c'est ce que l'on appelle l'école du socle. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'école du socle, elle est sournoisement mise en place par les administrations partout où ça peut être mis en place. On ne le dit pas, mais on le fait. Or, qu'est-ce que l'école du socle? C'est l'école adaptée au socle commun de connaissances. Alors, le socle commun de connaissances, il faut savoir que ça a été mis en place en 2006 par François Fillon, à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Mais le socle commun de compétences et de connaissances, il remonte à bien plus loin que ça. Il y avait dans les années 95 Alain Juppé, Premier ministre. Le ministre de l'Éducation nationale, d'ailleurs, comment s'appelait-il encore celui-là? Je ne m'en souviens plus, mais il avait fait appel. C'était Bayrou, oui, absolument, vous avez raison. Et donc Bayrou avait, enfin, Bayrou n'était pas tellement dans le coup parce qu'il était même plutôt en colère contre cela, mais ça lui avait été imposé, semble-t-il. Bon, c'était Alain Juppé qui avait nommé Fauroux, qui avait fait un rapport, un de plus, le rapport Fauroux, sur les questions éducatives, 95. Et Fauroux préconisait la mise en place d'un socle commun de connaissances et de compétences, donc en 95. Et il avait eu une approbation extrêmement chaleureuse de la part du secrétaire général du SE, enfin ça s'appelait pas le SE-UNSA à l'époque, ça s'appelait le SNI. Et donc, le SNI avait dit, c'est formidable, le socle, ça va sauver l'école, il faut absolument mettre ça en place très vite. Et à partir de ce moment-là, le SNI est devenu SE-UNSA, etc., n'a cessé de pilonner la nécessité de la mise en place du socle. Puis bon, ça s'est un peu calmé, et c'est ressorti sous l'égide de la droite. Donc c'était une idée au départ formulée par la gauche. Le SGEN CFDT aussi avait voté la mise en place d'un socle, etc. Ça disparaît un petit peu dans les tiroirs et ça ressort sous l'égide de la droite. Il y a 3 députés de droite, UMP et RPR, ils étaient déjà UMP, qui ont repris le thème du socle commun de compétences et de connaissances. Et c'est le député maire UMP de Moulins-sur-Allier, le dénommé Périssol, qui, à travers un livre de sa propre conception, appelle de ses voeux, pour sauver l'école de la République, la mise en place d'un socle commun de connaissances. Vous savez, Périssol, la loi Périssol sur les logements, etc. Et donc, à la suite de cela, il y a eu une réflexion. Fillon se retrouve ministre, et là, il réunit un regroupement d'enseignants, on fait une concertation, comme d'habitude, et on impose le socle commun de connaissances. Mais l'historique du socle commun de connaissances qu'on nous a présenté comme une éclatante nouveauté, c'est un bon vieux dispositif qui remonte à au moins 2 décennies, si pas plus. Je me suis arrêté à 95, mais il y avait probablement des tentatives antérieures, il faudrait rechercher. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi sur le socle, c'est que quand Fillon a imposé ce dispositif, bon, évidemment, l'UNSA Éducation, le SGEN CFDT ont trouvé ça très bien. Le SNES a dit, oh, on ne sait pas trop. Le SNALC a voté contre. FO a voté contre, mais voilà. Et donc, c'est passé. Mais on nous avait assuré, et j'étais à l'époque membre actif de cette concertation-là, on nous avait assuré que le socle serait appuyé, adossé aux disciplines et aux programmes. C'était la condition sine qua non, d'ailleurs, pour que certains le votent. Et au départ, en effet, le socle était constitué de références
permanente aux disciplines scolaires, alors qu'il regroupait, hein, vous savez, entre savoir humaniste, domaine scientifique, etc., avec une idée bien précise, celle de la polyvalence, bien sûr, ou de la bivalence, et des savoirs transversaux. Mais ça restait malgré tout adossé aux disciplines académiques. Et puis le SGEN, CFDT, l'UNSA, on fait savoir que oui, quand même, les disciplines, d'accord, mais dans le socle, il y a autre chose. Et on a vu apparaître, et c'est dans les textes aujourd'hui, 2 compétences, en plus des compétences liées, adossées au programme, les compétences sociales et civiques, et puis les compétences liées à l'autonomie et l'initiative. Alors, bon, ça ferait rigoler si on ne prétendait pas assimiler à des disciplines scolaires un certain nombre de savoirs qui sont en réalité flous. Parce que moi, je voudrais bien savoir comment je peux faire pour évaluer l'autonomie, l'initiative et les compétences civiques. Or, en introduisant des éléments de flou dans l'évaluation, on casse les disciplines, on casse l'évaluation elle-même, et on produit justement du non-savoir, etc. Alors, ça, c'est une première chose. Mais ces compétences, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont adossées sur des compétences européennes. Et c'est Bruxelles qui, au départ, a organisé les compétences telles qu'elles ont été mises en place ensuite. Alors là aussi, c'est très intéressant quand on examine cela. On voit apparaître, par exemple, ouvertement, les textes ministériels français disent: la définition du socle commun prend également appui sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en matière de compétences clés. Ah, ils aiment bien ces mots-là, en anglais skills. Quand ils ont dit skills, ils ont tout dit. Hein. C'est extraordinaire. On a l'impression d'entendre la messe en latin. Donc, compétences clés pour l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie. Alors, quelles étaient les compétences pour l'Europe? Les mêmes que celles les compétences disciplinaires traditionnelles, etc., regroupées comme d'habitude. Et puis, on voyait apparaître les compétences sociales et civiques, tiens, l'esprit d'initiative et d'entreprise, tiens, et la sensibilité et l'expression culturelle. Mais ce qui était bel et bien placé au centre de tout ça, c'était l'esprit d'entreprise. Et en réalité, derrière ces compétences, ce que l'on nous cache, ce qu'on veut nous mettre, ça n'est plus des savoirs académiques, ça n'est plus la transmission de savoir, c'est simplement l'adaptabilité, pardonnez-moi, des élèves à la professionnalisation. Donc, toute l'Europe n'est structurée qu'autour de ces notions-là, économie, croissance à tout prix, etc., etc. Et le système scolaire devient peu à peu un outil destiné à former les esprits à la vie dans l'entreprise et à s'adapter. Et les compétences civiques dont on nous parle, c'est essentiellement des compétences visant à s'adapter à la vie de l'entreprise et aux contraintes que les nouveaux marchés imposent, changer de profession, etc. Et le modèle qui obsède littéralement ces gens-là, et c'est pour ça qu'ils ne pensent que compétence, c'est, vous devez connaître, c'est la flexsécurité. Alors la flexsécurité, c'est 90% de flexibilité, allez 95, et puis 5% de sécurité. Hein. Mais le modèle, c'est ça, on veut abolir toute forme alors, tout à l'heure, José disait, on est ici pour apprendre, pour penser par nous-mêmes et nous faire une idée. C'est justement ce que le système de compétences européen veut abolir. On veut pas de gens qui se fassent une idée, on veut des gens qui s'adaptent au monde de l'entreprise et disposent des savoirs nécessaires rudimentaires pour s'inscrire dans un processus de production, etc. Il y a un autre aspect, alors plus philosophique là derrière. Peut-être avez-vous entendu parler de Catherine Kinsler, qui est un professeur elle est un professeur de philosophie à la Sorbonne. Catherine Kinsler, dans plusieurs articles, a beaucoup insisté sur le fait que on est en train de dénaturer à travers les compétences, en particulier l'école primaire.
parce que l'école primaire est fondée sur la transmission des éléments, les éléments du savoir. On parle d'école élémentaire. Et ces éléments, ils sont ouverts sur la suite. On apprend les éléments pour pouvoir apprendre plus loin. Donc l'élément, par définition, c'est quelque chose qui conduit l'esprit à s'ouvrir sur l'ultérieur. Les compétences n'ont pas cette fonction-là. Les compétences sont de l'ordre du rudiment. Elles sont fermées sur elles-mêmes et elles se donnent pour finalité d'être immédiatement rentables. Donc on est en train tout doucement de glisser d'une conception d'un savoir élémentaire qui conduit l'esprit et la personne humaine à se développer et à accéder à la liberté et l'autonomie rationnelle, à un système où les individus sont considérés, j'emploie le terme à dessein, sont considérés comme des pions sur un échiquier économique général qui dispose de rudiments qui leur permettent de s'adapter. Donc là aussi, il y a un grand danger. Alors ça conduit, pour ce qui est du collège, mais pour ce qui est de l'école élémentaire, et pour le lycée, et pour l'université, à la mise en cause des champs disciplinaires. Or, ça, c'est pas innocent non plus. Les professeurs d'école, enfin les professeurs en général, sont là pour transmettre un savoir disciplinaire. Moi, je sais pas, j'ai des enfants, ce que j'attends des professeurs de mes enfants, c'est qu'ils leur transmettent le savoir. Le reste, qu'on s'en charge. Mais c'est plus du tout l'esprit général qui est en train de s'inscrire dans le système éducatif, et ça aboutit de surcroît à une déconstruction du système éducatif tel que nous le connaissons. Et ça aussi, c'est l'école du socle. Alors, je ne sais pas, il y a des parents d'élèves dans la salle, enfin, les professeurs ont déjà entendu tous ces éléments de jargon, mais on nous parle donc d'école du socle. C'est l'école primaire et l'enseignement secondaire jusqu'en troisième, je dirais, inscrit dans le même moule. Donc, on a donc une première déconstruction, c'est qu'on rattache progressivement 6e, 5e, 4e, 3e, le collège à l'école primaire. Et on en fait une sorte de ça n'est plus le premier degré de l'enseignement secondaire, c'est le second cycle ou le cycle terminal de l'enseignement primaire. Donc ça c'est, mais ça on y associe autre chose. On avait parlé sous Allègre de lycée light, mais maintenant on a le continuum bac plus 3, bac moins 3, bac plus 3. Alors le continuum bac plus 3, bac moins 3, ou bac moins 3, bac plus 3 comme vous voulez, c'est le bidule qu'on entend mettre en place pour casser le lycée. Et puis surtout, transférer sur les 2 premières années d'université le soin de pallier les échecs du lycée. C'est pour ça qu'on a mis en place la loi Fioraso, etc., qui avait déjà été développée, enfin dont les principes avaient été développés par l'université de Pécresse et l'autonomie des universités, les 2 premières années, qui sont en fait un super lycée où on fait essentiellement, on leur apprend l'orthographe, parce qu'on s'aperçoit que souvent les étudiants ont des carences énormes dans ce domaine-là qui les empêchent de bénéficier de l'enseignement dispensé. Donc ça aussi, tout ça, c'est dans la refondation Peyon. Tous ces éléments-là, ils sont. Il est clair que ce à quoi on assiste, c'est que derrière tous ces beaux discours, c'est une offensive extraordinaire d'une puissance incroyable contre l'école. On la déstructure à travers ces éléments, ces grades divers et variés. On la déstructure à travers la condamnation des savoirs. On la détruit à travers son objectif même, qui est non seulement l'égalité des chances, mais la transmission des connaissances à l'ensemble de la génération. Enfin, c'est une entreprise qui relève presque de ce qu'il faut bien appeler d'une certaine façon, et sans abus de langage, une forme de totalitarisme, quoi. Alors, il y a un autre point sur lequel Peyon a insisté dans la mise en place de ces réformes. Vous avez tous entendu parler, je pense qu'ici on est assez sensible à ça, c'est la question de la laïcité. Mais là aussi, c'est quand même extraordinaire, parce que dans la laïcité, alors Peyon, il dit, voilà, il faut faire une réforme, il faut imposer la laïcité à l'école. Bon. Et puis, alors il se dit, oui, mais comment est-ce que je vais faire? Parce qu'il y a une contradiction. Si je veux donner un contenu à la laïcité, c'est plus la laïcité, c'est un catéchisme.
Et donc, enfin, il y avait une espèce d'impasse philosophique là. Et comment il l'a résolu? Il a nommé une commission. C'est ce qu'on fait dans l'éducation nationale. Quand il y a un problème, on nomme une commission. Et la commission a pensé. Il y avait d'ailleurs des vrais penseurs dedans, mais ils étaient quand même bien embêtés. Hein. Parce que pour trouver... Alors, il y a des passages qui sont particulièrement savoureux. Si vous avez le goût pour les sophismes divers et variés, etc., c'est assez... La morale commune, c'est eux qui l'écrivent, hein, ne peut plus, à l'image de la morale laïque du passé, prescrire et imposer la conception d'une vie bonne, ce qui reviendrait à imposer une conception du bien parmi d'autres en violation de la neutralité laïque. Alors, si vous y comprenez quelque chose, vous m'expliquerez, hein. Et pourrait mettre les élèves et leurs familles dans une situation délicate. Oui, mais il y a quand même un problème. Si la morale laïque du passé peut plus être incompatible avec la morale laïque d'aujourd'hui, il y en a forcément une des deux qui n'était pas laïque, parce qu'elle était orientée. Donc ça, enfin, j'ironise, mais c'est pour montrer que là aussi, supercherie. Il ne peut pas y avoir de réforme véritablement de la laïcité par le contenu d'imposer à la laïcité, d'autant plus que, et c'est quand même extraordinaire, on nous propose une évaluation, une épreuve de laïcité qui sera notée. C'est écrit en toutes lettres, hein, il y aura une épreuve de laïcité. Bon, très bien. Bon. Alors, en réalité, derrière tout ça, ce qui se cache, c'est enfin, la mise en place d'un catéchisme. Et on en revient aux compétences, c'est le prêt-à-penser, c'est la pensée unique, et c'est le formatage des esprits, et on y assiste. Bon, enfin, je pense que c'est pas à vous que je l'apprendrai, enfin, cette espèce de pensée pré-mâchée qu'on nous impose partout, mais c'est totalement insupportable. Heureusement qu'il y a la libre pensée et quelques organismes où on s'efforce encore de résister à ça, mais c'est cette espèce de chamallow mental. En venant ici, j'avais branché France Info, c'est ça, France Info. Mais quand vous avalez 2 heures de France Info, heureusement que c'est en roulant tout ça, il vaut mieux écouter du hard rock, c'est moins... Enfin, c'est plus distrayant, quoi. Bon, c'est effrayant. Enfin, bon. Or, on est à travers tout ça dans cette bonne pensée, dans ce discours absolument insupportable. Et dernier point sur lequel j'insisterai pour ce qui est de la refondation Payon, c'est la territorialisation de l'école. Alors, il est clair, bon, au CNFOLC, on dénonce fort activement, enfin à la FNEC aussi, c'est un élément important. Bon, on nous parle donc de acte 3 de la décentralisation, on nous parle de Big Bang des régions, pour avoir regroupé, etc., à la façon des régions allemandes, etc., pour mieux s'inscrire dans la volonté bruxelloise. Mais derrière tout ça, il y a quand même un certain nombre d'éléments de pure subversion qui sont au service de ce que j'ai décrit tout à l'heure comme l'éclatement du système scolaire. Il y a ce qu'on appelle les projets éducatifs des territoires. Donc ça va se substituer progressivement au programme. Évidemment, il y a les rythmes scolaires, parce que derrière les rythmes scolaires, on s'est très vite rendu compte que c'est pas vraiment les rythmes qui étaient importants. Ce qui est important, c'est d'ouvrir l'école à des pouvoirs et des contraintes extérieures. J'ai un de mes amis PE qui arrêtait pas de me dire, ça fait depuis toujours, on se bat pour empêcher le maire et le curé de rentrer à l'école. Là, on va les avoir tous les deux à la fois, à travers les différents... Bon, et c'est probablement ce qui est en train de se passer. Il y a les conseils école-collège. Ça veut dire qu'on va échanger les services, Il y a les contrats tripartites, État, collectivité, établissement. Enfin, tout ça, ça consiste à mettre en place des structures dans les établissements scolaires qui vont conduire à un éclatement du système républicain. Et à travers ça, il y a la LOLF, tous les éléments de l'acte 3 qui ont préparé par la loi organique sur les lois de finances. Vous savez, ça, c'est un truc qu'on ne s'est pas trop rendu compte au départ, mais quand vous pensez que, et c'est dit de façon, enfin je le dis en plaisantant à peine, on peut remplacer un chef d'établissement
peut décider que non, il a assez de professeurs, on va en supprimer un poste et on va remplacer ça, si c'est un établissement agricole, par 1 ou 2 tracteurs, ça sera plus utile. Et on peut le faire, mais dans ce sens-là. On ne peut pas remplacer le tracteur par un professeur, mais on peut remplacer le professeur par un tracteur. Et vous savez le nom qu'ils ont donné à ça? Ils appellent ça la fongibilité asymétrique. Asymétrique parce que vous pouvez supprimer des postes d'enseignants pour les remplacer par autre chose, mais vous ne pouvez pas remplacer autre chose par un poste d'enseignant. C'est asymétrique. Et ça, c'est la LOLF. Alors ça conduit évidemment à une logique managériale dans les établissements scolaires qui est subordonnée à la territorialisation. On voit bien le puzzle se constituer. C'est pensé, c'est structuré, ça a un but. Et le but, on sait où il conduit. Alors, et c'est un peu pour en finir sur Payon. Pour faire ça, il fallait adapter les statuts des professeurs, des enseignants. D'où la réforme des statuts. Alors là aussi, ils sont matois. Oh, ils ont dit, mais non, on va pas toucher aux heures de cours. Vous savez, les statuts de 1950, un professeur, un enseignant, on définit ça par son travail est défini par ce nombre de cours, enfin d'heures en présence des élèves. 27, etc., etc., 18, 15... On n'y touche pas, non, c'est toujours comme ça. Sauf que, on définit les missions, et ça c'est dans le cadre de la LOLF, puisque la loi organique des lois de finances définit des objectifs et des missions qui sont évalués. Et ces missions, elles intègrent donc l'enseignement, 15, 18, etc., mais elles intègrent aussi des missions liées à l'enseignement, bon, classique, les conseils de classe, le suivi des élèves, puis des missions complémentaires, et tout ça, ça rentre dans le cadre de 1607 heures, c'est-à-dire annualisation, l'ensemble des heures dues dans la fonction publique. Mais au nom de ça, on va pouvoir... Alors, c'est grave pour les professeurs. Alors, si vous n'êtes pas professeur, ça vous touchera moins. C'est grave pour les professeurs parce que ça veut dire travailler infiniment plus tout en gagnant moins, parce que blocage du point d'indice, etc. Mais c'est grave aussi pour les élèves et les parents et les usagers de l'école, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va passer la mission de transmission des savoirs à la portion congrue, et on va faire tout un tas d'autres choses, et on ne pourra plus refuser de les faire. Parce qu'il y a un philosophe connu qui s'appelle Michéa, qui a écrit dans l'art d'apprendre à ignorer, c'est ça, ou l'enseignement de l'ignorance, je confonds toujours. Michéa écrit que actuellement un professeur, dans un établissement scolaire, il passe pas son temps à enseigner, il passe son temps à se battre contre son administration pour pouvoir enseigner. Mais là, avec les statuts selon Payon, on ne pourra plus résister. Ça veut dire que progressivement, même si l'on veut, on ne pourra plus empêcher le système de broyer les élèves et de les conduire à empirer la situation qu'ils connaissent actuellement et à avoir une explosion du chômage des jeunes, etc., etc. Donc ça, c'est... Alors, voilà, vous allez me dire, il est un peu... C'est apocalyptique, etc. Je crois sincèrement que c'est la menace qui pèse sur l'école actuellement et dont Payon et Hamon, après lui, parce qu'on prend les mêmes et on recommence, hein, ils vont nous laisser hériter. Et face à cela, il y a lieu de résister. Et la résistance, c'est, je dois dire, je ne suis pas pessimiste, hein, il y a moyen, mais elle est difficile. Et nous autres syndicalistes, nous constatons au fil des mois et des années qu'on est obligé en permanence de se battre. Et dès qu'on a réussi à mettre une flamme sous l'éteignoir, on va voir sortir un brasier derrière. Enfin, ils ne lâchent pas. Quand on commence à les mettre en échec, ils se calment pendant un temps et on voit ressortir les mêmes vieux serpents de mer, les mêmes vieilles lunes partout, etc. Alors, je crois que ça m'amènera un peu à conclure. Hein. Je crois qu'il y a un point qui est essentiel pour nous, il me semble, c'est comment on peut structurer les personnels, mais aussi l'ensemble de la population, j'allais dire l'ensemble des travailleurs, quoi, pour résister à ce qui est... Alors on voit détruire la sécurité sociale ailleurs, mais on détruit l'école. Comment faire pour empêcher ça? Et on constate, je voudrais juste attirer votre attention sur un certain nombre de phénomènes qui sont en train de se produire au sein des syndicats enseignants. Alors c'est probablement vrai pour d'autres professions. Mais je ne suis pas compétent dans ces domaines-là, je ne connais pas assez parce que c'est très complexe, les tenants et les aboutissants. Mais enfin, dans le monde enseignant, si on regarde bien,
En 2010, le syndicat national des professeurs de lycée professionnel, le SNETA, qui avait quitté la FSU, etc., a rallié Force ouvrière. Bon, ça a quasiment été le premier dans l'ordre de ces ralliements-là. Mais ensuite, il y a une autre fédération qui s'appelle la Fédération Générale Autonome des Fonctionnaires, FGAF. Elle disposait de deux composants importants. D'un côté, la CSEN avec le SNALC, et de l'autre côté, la FAFPT, c'était la fonction publique territoriale. Bon. Cette fédération a explosé, la fonction publique territoriale est partie, et la FGAF n'est plus constituée à l'heure actuelle que essentiellement le SNALC avec ce qu'un de mes amis appelle des petits syndicaillons autour. Bon, ça aussi, phénomène. On peut constater, il y a, pour la même FGAF, on s'aperçoit qu'un des syndicats importants de Bercy vient de la quitter la semaine dernière. On a remarqué qu'il y avait une fédération, les enseignants la connaissent, la FAEN, qui était constituée essentiellement autour de deux syndicats, le syndicat ID, Indépendance et Direction, et le SNCL, Syndicat national des collèges et des lycées. Le SNCL était essentiellement constitué de collègues PEGC. Et comme la mise en extinction du corps a été prononcée sous Monori, le SNCL s'est peu à peu amui, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Mais des pans entiers de cette fédération sont passés à Force ouvrière. Une académie tout entière à Nantes. Bon. Et le syndicat ID, Indépendance et Direction, qui était un des piliers de cette fédération, est passé récemment à la Force ouvrière. Oui, le syndicat des chefs d'établissement. C'est le deuxième syndicat des chefs d'établissement derrière un syndicat qui est à l'UNSA, le SNPDEN. Ce phénomène-là est très important. C'est un syndicat qui doit représenter pas loin de 20% aux élections professionnelles. Il y a d'autres éléments. Il y a une section entière du SNALC, la section de Versailles, qui est passée à Force ouvrière, avec armes et bagages, bureaux confondus. À La Réunion, ce sont plus de 350 professeurs de lycée professionnels qui sont passés à Force ouvrière il y a 1 an et demi. Etc., etc. Je pourrais continuer comme ça. C'est un mouvement qui s'est accompagné d'un certain nombre de ralliements individuels. Je pense au président du SNALC. Il y a eu tout un tas de phénomènes comme ça. Alors, ce dont on se rend compte, c'est que on assiste en ce moment à quelque chose qui est important. C'est, à mon sens, et vous n'êtes pas obligé de partager l'analyse, hein, à mon avis, c'est une spéculation, mais je pense qu'on assiste progressivement à un déclin du syndicalisme dit autonome. Et ce déclin-là, on le perçoit dans la manière dont se comportent les organisations syndicales. Alors, un exemple, c'est la Fédération syndicale unifiée, FSU. La FSU est pardon ? Unitaire, pardon, que j'ai dit unifiée. Ouais, c'est parce qu'il est 9h30 que je commence à... Et la FSU, c'est... comment dire, ces derniers temps, mais depuis pas mal de temps, éprouve de grandes difficultés lorsqu'elle est confrontée à des problèmes. On peut analyser ça factuellement. Sans aller au fond, factuellement, on a pu constater, par exemple, au moment des événements sur les rythmes scolaires, que le principal syndicat d'instituteurs et de professeurs d'école, le SNUIPP, s'est livré à une sorte de valse-hésitation. Son responsable national condamnant une fois, décondamnant une deuxième fois, inscrit au comité de suivi de la réforme. On ne sait plus très bien à la fin s'il condamne, s'il ne condamne pas. Il y a une sorte de valse-hésitation qui montre clairement qu'il y a un problème, et ce problème, on n'a pas tellement de difficultés à l'identifier. Il est très gêné parce qu'il y a des liens avec le parti politique en place dans le pouvoir actuellement, et ça induit un certain nombre de difficultés. De même, nos camarades du SNES, je les ai beaucoup pratiqués à une certaine époque dans les instances nationales. Mais on constate, alors je veux agresser personne, hein, c'est vraiment, on constate qu'il y a un discours tenu en bilatéral, où face
aux instances nationales de l'éducation, qui n'est pas tout à fait le même que celui qui est tenu dans les salles des professeurs. Et en particulier sur la réforme des statuts, on avait déjà constaté ça lors de la concertation Pochard. Peut-être que ça vous... Bon, le Pochard qui voulait remettre en cause les statuts, bon, c'était déjà une vieille lune avant que Payon ne reprenne le bébé. Bon, ensuite, et sous Pochard, nos collègues du SNES avaient déjà dit bon, nous, on veut prendre en compte les nouvelles missions. Bon, et il est clair que là, lors de la réforme des statuts, le SNES s'est abstenu. Il n'a pas voté pour, il n'a pas voté contre. Le problème, c'est qu'en s'abstenant, il a laissé une majorité à l'UNSA et au SGEN, ce qui permet à Payon de dire aujourd'hui, vous voyez bien, il y a une majorité de gens qui sont pour la réforme des statuts. Bon, on sait aussi qu'au sein du SNES, il y a des sections entières, je pense à celle de Versailles, etc., qui ont pris position très nettement contre la réforme des statuts et aussi contre leur direction nationale. Bon, voilà, alors, je pense que ça enlève rien au professionnalisme, aux qualités de ses collègues dans leur syndicat, hein, mais il y a un problème avec l'autonomie, manifestement. On peut le constater avec l'UNSA. L'UNSA, c'est l'ensemble des syndicats autonomes. Mais l'UNSA, c'est la même chose. Il y a moins de conflits catégoriels qu'au sein de la FSU. Mais on constate en tout cas que cette fédération, qui se dit autonome, s'aligne systématiquement dans tous ses choix syndicaux en faveur du pouvoir en place, que ce dernier soit de droite comme de gauche. Ils ont été le meilleur soutien de Darcos au moment des points de convergence. Ah tiens, encore une concertation, je l'avais oublié celle-là. Et ils sont actuellement un des soutiens les plus fervents des réformes Payon et de la refondation de l'école. Ça aussi, c'est factuel. Il y a un autre syndicat que je connaissais bien, qui s'appelait le SNALC. Alors le SNALC, lui, s'est positionné radicalement contre toutes les évolutions pédagogistes à l'époque, et il a résisté à... Et puis, comme par hasard et au miracle, depuis quelque temps, il vote toutes les réformes Payon. Il a voté la refondation, il a voté l'université, enfin les évolutions universitaires, il a voté le référentiel de compétences des professeurs. Là aussi, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait, il y a quelques années, les accords de Bercy. Les accords de Bercy réorganisent complètement le système électoral dans l'éducation, mais dans toutes les instances et dans toutes les professions. Dans le privé, c'est 10% pour être considéré comme représentatif. Dans la fonction publique, c'est pour être représentatif, il faut être membre du Conseil supérieur, comité technique ministériel, pardonnez-moi, 15 membres. Ce qui impose donc d'atteindre un certain seuil, etc. Donc ne peuvent espérer être reconnus représentatifs que des syndicats suffisamment importants et donc regroupés. Alors évidemment, ça va à l'encontre de toutes les formes d'autonomie. Donc derrière tout cela, ce qui se cache, c'est probablement le fait que lorsque les organisations sont autonomes et non pas confédérées, elles n'ont d'autre choix ou que de suivre aveuglément les réformes des pouvoirs en place, ce qui est le cas de l'UNSA ou du SNALC, ou alors d'opter pour un certain nombre de prises de position, mais qui les condamne à une certaine inefficience en raison du flou de ces positions. Et c'est ce qui est probablement le cas de la FSU, où les querelles catégorielles et aussi la nécessité de travailler avec le pouvoir en place, de co-gérer, conduisent à des pertes d'impact dans les revendications. Donc, bon, là, ma conclusion est que il y a confusion entre autonomie pour les organisations syndicales et indépendance. L'indépendance, c'est la charte d'Amiens, c'est le refus de toute forme d'allégeance à des pouvoirs en place, et c'est la volonté de ne prendre en compte que les revendications des personnels, et exclusivement ces dernières. L'autonomie,
c'est ne pas vouloir s'inscrire dans un mouvement confédéral, et c'est courir le risque de querelles, d'empiler en quelque sorte les revendications catégorielles sans qu'il y ait d'unité idéologique derrière. Et ce faisant, c'est de se cimenter autour de clivages politiques. Et c'est exactement le contraire de l'indépendance. Donc, il y a une solution. Bon, et je le dis vraiment sans... Je ne cherche pas à faire du prosélytisme, hein, mais ne peuvent véritablement répondre aux défis extraordinaires que la situation actuelle nous conduit à affronter, que ce soit en matière sociale, et bon là on parle d'école en matière scolaire. Il n'y a que les confédérations, il n'y a que de puissantes organisations cimentées par les revendications populaires qui peuvent apporter une réponse véritablement efficiente au système. Et toutes les voies qui vont se disperser sur des petits syndicats dits autonomes, etc., seront des voies perdues. En réalité, l'heure n'est plus, à mon sens, à tergiverser ou à avoir des discours. Maintenant, c'est agir qu'il faut. Parce que j'espère avoir au moins fait la démonstration que la menace, elle est imminente et on ne peut pas l'admettre. Je vous remercie de votre attention.